La première fois que j'ai vu le travail de Laurent Pariante, c'était, il me reprendra si je dis une bêtise, je pense que c'était en 90, 91, on en parlait tout à l'heure, 91 à la Biennale de Lyon, dans lequel il avait fait des murs mous, des murs en argile, des murs mous. Et donc ça m'avait énormément marqué. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas d'où il sortait, qui il était, ce qu'il faisait. Et je sais que c'est une image qui m'est restée en tête et que j'ai toujours en tête depuis. J'ai revu ensuite d'autres travaux qu'il a fait au musée Bourdelle à Paris. Et j'ai raté le travail qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, en 2008, au musée du Luxembourg, qui était, je crois, vraiment intéressant aussi. Donc c'est quelqu'un qui travaille uniquement, enfin beaucoup, sur la paroi, sur le sens de la paroi, sur le cheminement, sur le passage, sur le dégagement de vue, le comportement dans le déplacement. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse énormément dans ce travail-là. Il y a une espèce d'abstraction dans le déplacement que je trouve vraiment intéressant pour un travail d'architecte. C'est pour ça que j'ai tenu à le faire venir, que je me suis un peu mobilisé pour qu'il vienne, parce que je pense que pour les architectes, surtout dans le cadre donc de notre séminaire, qui aura lieu donc demain matin, Laurent sera là demain matin avec nous pendant 3 heures, dont on aura une relation un peu moins formelle, je pense. C'est pour ça que je voulais le faire venir, parce que c'est une manière d'approcher l'espace et d'approcher l'architecture que je trouve vraiment complémentaire à la formation d'architecte. Voilà, la manière dont un artiste aborde l'espace. Voilà. Je te laisse la parole. Allons-y. Oui. Tous les éléments dont je vais vous parler et les expos, tous les éléments dont je vais vous parler, que je vais vous montrer, juste faire une petite précision, sont en fait des moyens pour faire de l'art et ne sont pas les objectifs. Donc je vais contredire un petit peu Laurent, je ne fais pas un travail sur l'espace, je ne fais pas un travail sur l'architecture, je ne fais pas un travail sur les murs, mais j'utilise ces éléments comme bien d'autres. J'ai d'autres expériences, mais pas que dans l'art plastique, par exemple. Mais pour rester dans le domaine des arts plastiques, je fais de la scénographie, j'ai dessiné des jardins japonais, etc. J'ai fait d'autres choses. Et toutes ces choses-là, pour moi, c'est très très important, sont seulement des moyens pour exprimer quelque chose qui est de l'ordre du sens, dont je vais vous parler ce soir. La deuxième chose que je veux vous dire, avant qu'on commence, c'est que quoi que je vous dise, ça ne remplacera jamais l'expérience de l'œuvre. Quoi que vous allez voir, tous les documents, ce que je souhaite, c'est que la parole que j'ai fasse à sa manière un peu œuvre, c'est-à-dire qu'elle vous touche, mais ça n'est qu'une vision du travail, une description du travail, puisque, comme vous le savez, une œuvre s'expérimente, s'expérience, et rien ne peut la recouvrir. Hein. Sinon, elle ne serait pas multiple et on n'aurait pas besoin d'en faire. Donc ça me paraît 2 points importants. Je vais en fait, quand j'ai préparé cette conférence, je me suis dit, je vais essayer, comme elle est courte, je vais montrer un projet assez petit, je vais essayer de développer tous les éléments qui sont en jeu dans mon travail à partir d'un projet, et après je vous montrerai beaucoup d'images, beaucoup d'autres exemples de la manière dont le travail s'est développé. Alors le projet que j'ai choisi, comme j'ai une demoiselle qui vient de Lyon, c'est un tout petit projet que j'ai fait à Lyon. Alors attendez, voilà. Tiens, c'est bizarre, c'est pourquoi c'est comme ça. Bon, enfin bon. C'est distendu, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous faire une petite description. Je vous montre une axo juste pour que vous vous rendiez compte. Je vais peut-être partir de l'axonométrie. C'est un tout petit espace qui était au début un lieu alternatif et je crois qu'il est devenu un centre d'art contemporain maintenant, qui s'appelle la salle de bain, pour la simple raison qu'il y a une salle de bain dans sorte de studio. Je peux vous montrer les dimensions. On les lit, c'est quoi, 5 par 5 par 2,45 m.
Donc, le 2,45 m, c'est la hauteur. L'entrée est ici. Je vais essayer de faire une description très simple pour que vous compreniez. Ça, c'est cette salle qui sert d'exposition. Et ici, c'est en fait une cour extérieure. Le travail, pour aller rapidement, je ne sais pas si vous le connaissez, le travail est construit en plaques de plâtre pour des raisons de sponsoring, etc., puisque j'ai réussi à trouver un sponsor qui me fournit les matériaux, mais aussi parce que finalement c'est assez facile de construire avec de la plaque de plâtre. Il y a un plafond qu'on ne voit pas ici, c'est recouvert d'un plafond, et l'ensemble de la construction est recouverte d'une matière qui, à ce moment-là, était de la craie. C'est de la craie pure, avec des systèmes techniques pour la faire tenir sur les murs, mais ce qu'on a, c'est qu'on a une construction qui remplit tout l'espace, et avec un plafond, et qui est recouverte de craie poudreuse. Hein, c'est-à-dire que si vous touchez les murs vous touchent. Vous avez un dépôt sur le doigt. Alors ce qui est en jeu ici, comme vous pouvez le voir, c'est en fait le remplissage, disons, de l'espace. C'est ce qu'on voit. Je vais essayer juste d'écrire ce qu'on voit et ensuite je m'avancerai dans le sens. C'est un remplissage de l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace laissé vide. Il y a des espaces, il y a des interespaces, des interstices, mais la construction remplit la totalité de l'espace. Donc en fait, elle occupe la totalité de l'espace. Ça veut dire que l'espace qui était vide au départ est rempli par cette construction qui fait que chaque interstice est un lieu privilégié. Rien n'est laissé à l'espace originel. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce projet-là, pas dans tous, c'est que le sens de l'espace est modifié, puisque ma construction est placée en diagonale de l'espace qui est dans cet axe-là. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a des portes, comme vous l'avez vu, où j'appelle ça des passages qui sont façonnés dans... Tout est monolithique, hein, ancré, on ne voit pas les interstices, c'est comme une espèce de bloc de craie dans lequel on aurait creusé des espaces. C'est pas ça, hein, c'est pas construit comme ça, mais l'impression qu'on en a, c'est que quand on rentre dans cet espace-là, c'est une seule chose homogène qui, d'une certaine manière, est là depuis toujours, parce qu'elle est complètement inscrite. Hein, elle occupe la totalité de l'espace. Donc il y a des portes des passages qui sont façonnés de manière à créer une circulation qui n'est évidemment pas celle de l'espace originel. Donc je ne suis pas en train de créer un autre espace, je suis en train de finalement habiter un espace existant, avec une construction qui ne donne aucune vision globale de l'espace construit, pas plus que de l'espace existant. Hein, puisqu'en fait, il y a des parois, qu'elles soient creusées avec des portes ou pas, il y a des parois qui s'opposent en fait à une vision d'ensemble de l'espace. Donc on a une expérience dès l'entrée qui est en général opposée à l'expérience qu'on a de l'espace, comme ici. Paf, on sait tout de suite quelle est la dimension, les limites de cet espace, puisque les murs ici sont à l'extérieur et délimitent un espace. Les murs ici, dans la construction, sont à l'intérieur. Donc ils délimitent un espace, mais ils créent aussi des passages. Et les murs qui ont une fonction originelle de... Ils ne délimitent pas un espace, mais les murs qui ont une fonction originelle de délimitation de l'espace, ici, ont pris en quelque sorte la place du spectateur, puisqu'ils sont au milieu de l'espace. Et là où je veux en venir, c'est que cette construction ne crée pas un autre espace dont on peut avoir une vision globale, mais crée des sortes d'interstices, de passages, de couloirs qui sont autant de manières de faire circuler le spectateur sans aboutir à aucune salle, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on traverse un seuil, on est dans un couloir qui donne sur un autre seuil, un autre couloir qui donne encore sur un autre seuil, un autre couloir, etc. Donc on n'est pas dans une logique où on entre dans un espace comme ici, on le voit et on en sort. Donc en fait, il y a le principe de intérieur-extérieur est perturbé, puisque ici, par exemple, on est à l'intérieur de cet espace-là, mais ici, qui est à l'extérieur de celui-là, mais qui est à l'intérieur
disons, de l'espace original. Donc il y a cette notion d'intérieur-extérieur est perturbée. Ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est un tout petit projet, mais je vous montrerai dans les grands projets, parce que vous pouvez imaginer à quel point ça peut se démultiplier. C'est que les murs qui sont au centre de l'espace créent une orientation. Ici, c'est très limité parce que l'espace est tellement petit, mais quand même, vous avez des choix. C'est-à-dire que vous pouvez passer ici ou passer par là. Quand vous rentrez dans un espace vide comme ici, il n'y a pas de choix en fait. Très peu. Vous pouvez aller dans le coin, mais encore une fois, vous avez une vision, la même vision ici de l'espace que là. Tandis qu'ici, tous les points de vue sont différents et la sensation qu'on a, c'est d'un espace fragmenté. Donc c'est pas d'une vision d'un espace fragmenté, enfin, de l'expérience, je dirais, parce que la vision est très limitée, puisque ça, c'est des couloirs qui font peut-être là 90 cm, donc ils sont petits, donc on n'a pas vraiment de vision, on vit l'expérience d'un espace qui fait de passage. Donc on vit l'expérience de passage et de seuil, et donc de la fragmentation de cette expérience, je dirais, de l'espace, qui n'est pas l'expérience de cet espace-là, mais en général, de la marche. La marche, c'est important. La marche est induite par le travail lui-même, et si vous ne marchez pas, vous ne voyez rien. Donc en fait, le travail est comme un propulseur qui vous invite à la marche. C'est important parce que ça crée une mobilité, alors que l'œuvre elle-même, elle est très statique. Laissez-moi consulter si j'oublie des trucs. Le fait qu'on avance, le fait qu'on parcourt un espace sans but, ça crée une sorte d'errance en fait. On fait bien des choix, et ça c'est important parce que le spectateur, lui, il est devenu acteur. D'où la marche, c'est-à-dire que vous ne voyez rien si vous n'agissez pas. Donc un travail comme ça rend responsable le visiteur ou le spectateur de sa propre approche du travail. Et ça me paraît important. Mais ce qui est contradictoire, c'est qu'il est responsable, mais sa responsabilité ne lui permet pas. Il fait des choix, mais ces choix ne lui permettent pas d'accéder à quelque chose. C'est-à-dire que le choix se répète, comme les seuils se répètent. Encore une fois, c'est une petite œuvre, je vais vous montrer des plus grandes. Quand c'est démultiplié, on ne fait que passer à travers des seuils. Et cette expérience-là, du passage, de la traversée, c'est l'expérience du vide. C'est-à-dire que, je vais essayer de me faire comprendre, si on vidait cette pièce, finalement, elle ne serait pas vide. De tous ces meubles, elle ne serait pas vide parce qu'on en aurait une connaissance, comme je l'ai dit, qui provient de la limitation de ces murs, qui donne finalement une taille, un volume, etc., des portes, des entrées, à l'espace. Dans celui-là, vous savez pas où vous allez. 1. 2. Vous passez des seuils. Et ces seuils, à chaque fois que vous les passez, vous traversent parce que d'une certaine manière, vous ne savez pas où vous allez. Quand les pièces sont très grandes, vous enfoncez dans un espace dont vous ne savez même pas la taille. Donc vous ne savez pas ni la sortie, ni enfin, vous êtes rentré par une porte, mais on s'enfonce tellement profondément qu'on en perd finalement la notion de la taille. Et d'ailleurs, dans des espaces comme ça, on peut le visiter entièrement, mais dans la plupart des constructions que je fais, les gens ne visitent pas tout, c'est impossible de savoir. Il faudrait faire des marquages au sol pour essayer de comprendre d'abord le plan et ensuite si on a bien parcouru tout l'espace. Donc c'est intéressant parce que cette expérience du vide, elle est provoquée par un espace qui remplit en fait, qui occupe, et qui donne en fait un corps d'une certaine manière à l'espace qu'il habite, mais qui aussi donne corps au visiteur. C'est-à-dire que le visiteur, dans la mesure où il est amené à faire une expérience de cet espace qui n'est pas une expérience de palais des glaces, c'est pas ça du tout, qui est une expérience extrêmement simple qui le met en jeu.
mais qui crée du vide parce qu'il crée une perte de repère, impossible de se rendre compte de la... C'est pas vrai dans ce genre d'espace, on comprend un peu mieux, mais dans les grands espaces, c'est impossible de comprendre quelle est la configuration du lieu existant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un travail comme ça, on peut le voir même sur un plan comme ça, dilate le temps de la marche, et dilate aussi comme une respiration, puisque chaque porte c'est comme une respiration, et dilate l'espace existant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parcourt un espace comme ça, l'espace paraît plus grand que ce qu'il n'est. Donc, c'est drôle parce qu'il y a plus de murs, c'est occupé par un espace construit, et en fait c'est plus grand. Parce que tout est basé sur l'expérience de ce que l'œuvre provoque. C'est pour ça que je disais au départ en introduction que dans le travail, tout est moyen pour moi, moyen de provoquer cette expérience du passage, de la traversée. Et ce que j'expliquais à Laurent avant de venir, c'est pour moi, c'est le monde tel qu'il est. Enfin, je veux dire, on est dans un monde de passage, de transition, de mutation. Et je pense que mon travail parle de ça. Il ne parle pas de ça, il met en œuvre, il construit ce vide, le vide dans lequel on est, où les principes sont un peu perturbés. Et il construit cette expérience du passage qui est notre expérience de l'époque où les principes sont annulés, où c'est très difficile de déterminer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, où les oppositions traditionnelles de plan, image, j'en parlerai plus tard peut-être, de mou, de dur, de stabilité, de mobilité, et j'en passe, ne sont plus d'actualité parce qu'on ne peut plus, à mon avis, faire des choses qui assoient des espèces de vérités, parce que c'est pas le clair, parce que c'est pas l'époque. Donc ce qui m'intéresse, moi, dans ce travail, c'est de construire cette expérience du passage, parce que je pense qu'elle est le témoin de notre époque. Je vais vous montrer des images de ça. Donc, on peut voir ici que chaque endroit, c'est un espace fragmenté, mais que chaque endroit, comme je disais au début, est privilégié et crée un point de vue. C'est une expérience de l'époque fondamentale. Je veux dire, on ne peut avoir que des points de vue, mais c'est très difficile d'être d'accord sur une chose en particulier. On a simplement des idées, et c'est le monde dans lequel on est, c'est un monde de recherche où finalement il est plus intéressant en fait de la recherche, d'essayer des choses que d'affirmer qu'une chose est certaine. Donc il y a des choses qui se passent comme des interstices, on peut passer ou pas passer, peu importe. En général, ici c'est un peu délicat parce que l'espace est tellement petit que j'ai été obligé de créer des voies sans issue, mais en général, on ne s'arrête jamais, on peut toujours tourner, c'est très fluide. Là, bon, par exemple, il faut qu'on retourne sur ses pas pour... Mais c'est intéressant aussi parce que finalement, on fait un demi-tour et on perd la notion de l'espace dans lequel on est. Donc je vais vous mettre quelques images. J'en ai pas beaucoup, mais c'est pas très grave parce que je vais en montrer d'autres. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on voit ici, c'est que c'est un corps entier, c'est vécu comme un corps entier. J'ai oublié. Ça arrive. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, voilà. Et que ça n'a pas d'appui sur les murs existants. Parce que ce n'est pas un travail d'architecte ou de modification de l'espace, c'est un travail d'habitation du lieu, comme on habite le monde. Le monde, pour cette œuvre, il est là, et c'est aussi une question contemporaine, et c'est comment habiter ce lieu, et non pas comment c'est pas comment le transformer. C'est une notion complètement différente. C'est pas transformer le lieu, c'est l'habiter de manière à ce que vous viviez ce phénomène d'habitation qui est décrit par tout ce que je viens de dire, les passages, les seuils, etc. Et c'est pour ça que
cette image réagit parce qu'il n'y a pas de, il y a toujours un espace libre. Hein, là, il est étroit quelquefois, c'est assez grand pour qu'on passe derrière l'œuvre ou autour. Voilà, c'est pas rattaché au plafond, d'une part, ça occupe l'espace comme on occupe un corps, comme on occupe son corps et comme on occupe une habitation. Et là, c'est une vue, bon, peu importe en fait quelles sont les vues, mais voilà ce qui se passe, par exemple, au niveau du point de vue. Les portes, pour donner des dimensions, même si c'est des espaces très grands, sont jamais des espaces très hauts, parce que, encore une fois, je ne fais pas une œuvre qui doit être monumentale. On n'a jamais accès, très rarement, je vais vous montrer une photo, mais c'est un travail un peu différent, à l'extérieur de l'œuvre. Donc on n'a jamais, ça c'est une vision divine, on n'a jamais ça, on ne voit jamais ça, on n'a pas de vision globale de l'œuvre, on est d'emblée à l'intérieur. Ce qui crée la fragmentation et ce qui fait qu'on n'est pas en position de domination. Hein, c'est aussi, je pense, une réponse à l'époque où on essaye de se saisir de tous les objets de consommation ou pas, même des œuvres, pour pouvoir en faire une possession. Là, c'est impossible. Non seulement c'est installé ici et ça disparaîtra après l'exposition, mais surtout, ça, c'est pas très important que ça soit éphémère, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas s'en saisir. Parce que le sujet, c'est pas de faire quelque chose dont on puisse ensuite dont on puisse se saisir, c'est de faire quelque chose qui provoque une expérience chez le spectateur, chez le visiteur, et de cette manière provoque du sens dans sa compréhension. Et voilà, quand on sort en fait dans la cour, on a cette vision aussi fragmentée, mais en fait de l'extérieur du travail. Je vais vous montrer d'autres. N'oubliez pas que on ne le voit évidemment pas dans les images, que la craie est poudreuse. Hein, que l'ensemble est extrêmement lumineux, assez beau, je dirais. Hein, c'est quelque chose de très pur. Mais aussi, c'est quelque chose de pas fragile au niveau. C'est fragile, mais je m'en fiche. C'est pas ça que je veux défendre. Mais c'est fragile parce que c'est un corps. Hein, c'est une habitation, je sais pas quoi. C'est un espace construit qui a sa propre peau. Hein, et c'est très important dans la visite de l'œuvre d'être confronté. Si c'était en bois, ça serait ridicule. C'est important de comprendre que la peau ou la matière qui recouvre ces murs font partie de la sensation spatiale. Ce n'est pas indépendant. Ce n'est pas de l'espace, la craie, ce n'est pas de l'espace, mais elle contribue à l'expérience de l'espace. Deux petits dessins, mais ce n'est pas très important. Je vais vous montrer un projet plus grand tout de suite, comme ça. Pas dans l'ordre, parce que ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, dans le projet que je vous ai montré, les murs étaient détachés. Dans celui-là, qui est déjà beaucoup plus grand, je vous laisse lire les dimensions, qui est la fondation Henry Moyle Leeds. L'espace était déjà, et j'ai fait ça avant ce que vous avez vu, et à l'époque, je ne savais pas encore décrocher les murs de l'espace existant. Donc en fait, j'ai reconstruit à l'intérieur. Mais c'est la première exposition que j'ai fait en craie. L'entrée est là, et c'est la sortie aussi. Donc je peux vous dire que quand vous êtes là, vous ne savez pas trop où vous êtes, puisque vous circulez à travers les couloirs. Et à l'époque, je faisais des puits de jour. Et c'est important parce que dans tout le travail, d'ailleurs même celui que vous avez vu précédemment, il n'y a évidemment pas d'éclairage qui est introduit à l'intérieur. Ce n'est pas du design, ce n'est pas de la déco. L'éclairage, il doit venir du corps lui-même de la construction. Donc dans ce cas-là, dans le cas précédent, en fait ça venait de la fenêtre. Et comme l'espace était tout petit, c'était suffisant pour que la lumière passe à l'intérieur. Se répande à l'intérieur de la construction. Ici, comme c'est très grand et qu'on passe dans des salles, d'ailleurs, que vous ne pouvez plus vivre. Hein, je veux dire, une fois que vous êtes dans cette construction, vous n'avez aucune notion de ces murs, même si vous pouvez les voir. C'est devenu un espace entier, une espèce de fluidité. Et j'ai ménagé dans ces murs, dans ces plafonds, des puits de jour. Et sur mes plafonds, en fait, j'installe des néons de manière à ce que la lumière se reflète sur le plafond du lieu et retombe à travers les puits de jour. Et comme la craie est très blanche, elle est poudreuse,
en fait, elle capte, elle absorbe très facilement la lumière. Donc, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de puits de jour, mais un certain nombre que je place dans l'espace, jamais sur un plan. Hein, je les façonne, je suis avec les ouvriers, et je dis, on a mis tous les plafonds, et je dis là, il faut faire un trou, là, il faut faire un trou, et j'avance comme ça. Il n'y a rien qui soit fait sur plan. Sinon, je fais beaucoup de maquettes pour que là, il y a beaucoup de cheminement, et que j'essaie de trouver en fait, une ouverture maximale dans le cheminement. Il n'y a jamais de voie sans issue, il y a pas c'est de type labyrinthique, mais ce n'est pas un labyrinthe, il n'y a rien à trouver à la fin. On est là vraiment dans l'expérience du passage. Je vous montre quelques images qui sont qu'elles sont, parce que c'est très difficile de prendre des images. Donc là, on a des vues transversales, des vues... et à l'époque, d'ailleurs, vous l'avez vu, le plan n'est pas en diagonale, il est dans l'axe... Donc on est appelé par la lumière. On voit un puits de jour ici. Là. Voilà des failles en fait qui sont créées par le plan, des photos en noir et blanc qui rendent la chose telle qu'elle est. Donc oui, j'ai commencé à parler de dimensions, je vois une porte, c'est toujours des dimensions humaines. Alors que les plafonds, c'est quoi? Les plafonds, c'est quoi? C'est du 3 mètres. Et les portes, c'est en général 2 mètres 10, parce que c'est important qu'on sente la traversée de la porte. Si je faisais des grandes portes, on serait dans un espace, en fait, trop ouvert. Hein. Et donc, on ne pourrait pas sentir la traversée. Là, je peux vous dire que vous la sentez, parce que d'abord, c'est de la craie. N'oubliez pas que si vous touchez, le mur vous touche. Et aussi, la taille de la porte permet qu'on sente qu'on traverse quelque chose. Et là, on voit que, finalement, on ne fait que traverser. Hein. Donc, c'est un ensemble de traversées, de seuils. Oh, pardon, je vais un peu vite. Là on est dans l'errance. Parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir où on va. Et ça, c'est tellement rare, je veux dire, d'être confronté à une expérience un peu de l'inconnu. On ne sait pas où on va, c'est impossible. Donc vous êtes amené à vous engager. Et ce n'est pas claustrophobique, hein, parce que c'est très lumineux, mais c'est profond. Et si vous voulez voir ou expérimenter l'espace, il faut s'engager, il faut traverser. À mon avis, c'est perturbant dans ce sens-là. Bon, des dessins. Je pourrais vous montrer des dessins peut-être plus tard. Je vais vous en montrer comment je travaille. N'oubliez pas que tout est construit à la main. Hein, ça veut dire des projets comme ça, c'est 1 mois, 2 mois de construction avec une équipe de professionnels pour construire. Et ensuite, souvent c'est fait avec des étudiants, mais souvent des étudiants d'archi d'ailleurs. Le ponçage, c'est une craie comme un plâtre que je fais une recette à moi pour que ça tienne sur les murs et ensuite c'est poncé. Mais ça peut être poncé à la main, c'est tellement... enfin, je dirais à la main, carrément à la paume de la main, c'est tellement... poudreux et très doux, donc à la fin vous avez une espèce de voile qui recouvre la totalité de la construction. Je vous montre un truc marrant parce que c'est tout petit, c'est encore plus petit, c'est un conteneur qui a voyagé, ici il est à Calais, mais il a été fait pour Copenhague quand elle était capitale européenne et de la culture européenne, et c'est intéressant pour une raison, c'est que ici, alors qu'on ne l'a jamais avant, on a la notion du volume de l'espace. Alors qu'on peut aller à l'extérieur et se dire tiens, c'est vraiment, ça fait, je sais pas quoi, ça fait 6 mètres, voilà, par 2, etc. Et quand on rentre à l'intérieur, même si c'est tout petit, donc ça c'est ce que j'ai construit à l'intérieur, on a déjà une forme de déambulation et on sent déjà la dilatation de l'espace et donc du temps aussi de la marche, puisqu'on marche en fait, on marche même si c'est on marche et on a des points de vue, on peut voir comme ça, on tourne ici, on peut voir comme ça, dans ce sens-là. Je vous montre quelques images rapidement. Et c'est aussi un truc qui transite, c'est rigolo. Voilà, on est dedans là. C'est difficile de prendre des images dans un espace si petit. Mais voilà, un point de vue. Encore, la lumière vient, évidemment, elle est naturelle, ou pas naturelle, elle peut être électrique, mais elle vient du lieu lui-même, en fait, qui génère sa propre lumière.
Je vais vous montrer un truc énorme. J'en suis pas fier, ça n'a aucune importance. C'est sur 2 étages. Donc c'est un truc c'était à Thiers à ce moment-là, assez complexe. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait donc on pouvait prendre l'ascenseur et on est ici un peu au centre, au rez-de-chaussée. Paf, on monte et on se retrouve à l'autre bout et dans une autre. Donc ça marchait un peu verticalement aussi. Ça c'est le rez-de-chaussée, l'étage, etc. Donc je passe, que je vais vous montrer d'autres choses. Ça c'est intéressant de voir de l'extérieur. C'est un centre d'art, hein, et encore une fois, on voit que le bâtiment lui-même est pris d'assaut. Hein. Il est rempli en fait, il est occupé. Là, on se rend bien compte parce que c'est un bâtiment avec des plafonds assez hauts, et là, on se rend compte que en fait, le travail redonne une échelle à la visite, pas forcément à l'espace, mais à la visite. C'est-à-dire que les fenêtres qui sont très grandes sont devenues à l'échelle de la construction. Comme si on regardait à travers une lunette. Voilà, là par exemple c'est détaché, ça crée donc des couloirs où on peut pas tourner autour, mais parcourir un petit peu d'extérieur. D'autres images. Et on voit que ça s'ouvre de plus en plus, hein, que ça se multiplie, un peu comme une forêt. Un peu comme une forêt de piliers. Ok, des dessins encore. Je vous montre un projet dans cette galerie. Je vous montre des trucs ancrés pour l'instant, après je vais vous montrer d'autres, parce que je veux juste vous montrer les... Donc ça c'est dans une galerie d'art contemporain, et c'était à l'étage. Je vous le montre parce que je vais vous montrer un autre projet que j'ai fait dans cette galerie, qui est très différent. Donc pareil, hein, ça c'est le bureau, hein, donc ça s'arrêtait là. Pareil, l'espace prolifère en fait. Hein. Même quand il est étroit comme ça, et là c'est beau parce que c'est une galerie parisienne, la lumière venait de ces vitrages. Et ça crée des formes, bon, il y a des croix, etc. Peu importe qu'on ne vit pas comme des formes, mais qu'on vit comme des respirations. Hein, comme si c'était des ouïes un peu. Je vous montre des vues. Là, une profondeur, on voit assez bien... je ne vais pas m'étendre, c'est des choses qui se ressemblent. Je vais vous montrer un projet que je n'ai pas fait, mais qui est assez marrant, qui a une vraie construction que dans une cour un peu comme parisienne, mais c'était à Metz, où en fait il y avait 2 étages, et ça c'était en extérieur, donc c'était prévu en béton. Donc on passait, voilà, c'est-à-dire qu'on voit les escaliers qui sortent, donc c'est vraiment un truc à la Piranèse un peu, mais complètement complet, et avec un étage vraiment inscrit dans la cour. On l'a pas fait, on était prêt de le faire, mais on l'a pas fait, malheureusement. Je vous montre autre chose très vite. Je vous montre, c'est la même galerie, donc je vais vous montrer ce projet-là. Donc je travaille avec cette galerie, donc j'ai fait ce projet-là en 98, et en 2000, j'ai refait un projet dans la même galerie. Et c'est ça que je fais. Donc là, il est super radical. Donc on a une série en fait, de murs qui serpentent comme ça et qui divisent l'espace en 2. Et c'est recouvert de craie également. Dans une autre vue. Ok, je passe. Je vais vous montrer une expo importante que j'ai fait au musée Bourdelle et qui est la dernière que j'ai faite en craie. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pardon. Tac. Ah, pas content.
et dans lequel j'ai installé, donc c'est un espace, ce qui est intéressant, je ne sais pas si on le voit bien, mais je vais vous montrer un plan, c'est que, donc on rentrait par là, ce qui est intéressant c'est que, et ça c'est devenu, ça vient sans doute de ces murs que je viens de vous montrer, qui serpentent à travers l'espace, c'est que, en fait c'est un seul mur à chaque fois. Donc c'est encore plus exigeant au niveau de la cohérence d'un corps, puisque ce n'est pas des constructions qui sont assemblées, c'est un seul mur à chaque fois dans chaque pièce qui serpente. Hein, et qui crée ces formes avec des trous qui sont les... Là c'est ma construction qui est recouverte d'un plafond, avec des trous à l'intérieur qui permettent de faire venir la lumière. Bon, la flèche rouge, je vous indique où on est, c'est pas très important. À l'intérieur, j'ai introduit c'est au musée Bourdelle, j'ai introduit des sculptures de Bourdelle. Donc vous allez les voir, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 4, qui provoquaient en fait une espèce de rencontre. Ça, c'est un élément assez important dans mon travail, parce que quand on marche dans des espaces comme ça, imaginez, il y a des gens déjà un petit peu dedans. C'est pas bien quand c'est rempli, mais c'est bien quand il y a quelques personnes. Et finalement, comme c'est uniquement des couloirs et des circulations, on rencontre les gens, mais de manière très fugitive. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie. Enfin, je veux dire, les gens passent, vous êtes là, paf, vous voyez quelqu'un passer, c'est presque, je vous garantis, qu'on a l'impression d'un fantôme, ou de sa propre image qu'on voit à travers un miroir. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut expérimenter, mais ça crée une sensation d'apparition-disparition, hein, puisque c'est tellement fragmenté que là, évidemment, je vous vois tous. Imaginez quand si vous étiez à l'intérieur de cet espace, on finirait par se voir, pas se voir, se croiser, disparaître et se retrouver à un endroit. Et là, l'espace est dessiné de telle manière que il y a une multiplicité de points de vue en même temps, comme là on en voit 2. Et vous êtes à un endroit, n'importe où, vous voyez plein de choses. Hein, c'est-à-dire que si vous tournez sur vous-même, vous avez cet espace-là, vous avez la vue ici, etc. Hein, donc c'est encore plus perturbant. Avec les sculptures que j'ai introduites, dont j'ai mis les socles à la hauteur du... J'ai fait ces socles, en fait, à la hauteur d'hommes. Vous voyez, là, c'est un bon exemple de ce que je viens de dire. Je ne veux pas être trop long, je vais continuer sur d'autres projets. Mais là, on voit bien que on est à un endroit et en même temps, on voit un autre endroit. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un passait au fond, là, vous le verriez fugitivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les points de vue sont multipliés. Et même si vous êtes à un endroit, vous allez peut-être voir l'espace à un autre endroit. Avec des failles, comme ici, qu'on voit, qui sont créées par le mur qui se retourne sur lui-même. C'est intéressant parce qu'en fait, encore une fois, c'est un seul mur, et en fait, il se retourne sur lui-même. C'est comme si l'extérieur venait à l'intérieur et se confrontait aux autres murs. Là, c'est amusant parce que ça, c'est un mur de l'espace existant. Hein. Donc, il y a une espèce de confusion qui n'est pas ancrée, hein, qui je ne recouvre jamais les murs existants. C'est bien un corps qui est introduit dans un autre. Là, on voit bien, c'est un passage aussi. On est là où la flèche est rouge. Donc, on voit à travers la porte, enfin la baie qui existe dans le. Et on voit la rencontre des deux espaces qui est là en fait. Hein. Ça, c'est entre les deux espaces. Ici, on est là, quoi. Ici, on est là. Ah oui, c'est la première fois aussi que j'ai introduit un sol qui fonctionne comme un plafond renversé pour moi. Évidemment, j'avais créé une circulation autour de manière à ce que, évidemment, on ne peut pas marcher dessus. Hein. Donc c'est un sol qui vous repousse un peu, en fait. Hein. Comme ce que font les murs. Les murs vous poussent et vous repoussent. Hein. Et j'avais posé un masque de Bourdelle en bronze. Évidemment, c'est là où c'est ouvert, c'est-à-dire que c'est là où la lumière vient. On le voit un peu ici. Ici aussi, différentes vues.
Ok, je vous montre. Ah oui, on voyait aussi, donc c'est beau le musée Bourdin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un beau musée avec un jardin. Et ça, c'est une vue de l'extérieur quand les portes sont ouvertes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit l'espace traversé, évidemment pas fragmenté, mais traverser le bâtiment dans lequel il est installé. Ok, je vais vous montrer un projet dont Laurent parlait, qui est ce qu'il a vu. Je crois que je n'ai pas beaucoup d'images malheureusement, mais qui montre bien. C'était très simple en fait. Donc j'étais pour la Biennale de Lyon et c'est le musée Saint-Pierre à Lyon et j'ai installé. C'est à l'époque, hein, ça fait déjà 20 ans. Ce sont les premiers murs que j'ai construits. Figurez-vous, les premiers murs que j'ai construits, ils étaient construits en dur, mais ils étaient recouverts d'une matière qui est de l'argile molle. Mais c'est pas de l'argile molle originelle. Enfin, elle est originelle. J'allais la chercher dans la carrière. J'allais la creuser avec des assistants, on la prenait dans des camions, je la faisais sécher dans mon atelier. Je louais un dameur, je ne sais pas comment on appelle ça, dont on se sert pour damer les rues. Je la mettais en poudre, moi-même. Des tonnes de sacs en poudre. Et je reconstitue, j'amenais tous ces sacs au musée. Je louais un pétrin de boulanger, gros comme ça. Et je mettais des produits dedans de la glycérine, la base, la glycérine et de l'eau. La glycérine, c'est de l'huile qui permet de conserver l'eau. C'est la seule huile qui existe qui absorbe l'eau, qui la conserve avec ses capacités et qui se mélange à l'eau. Voilà ça que je veux dire, qui se mélange à l'eau. Et je reconstituais ce mélange qui était vraiment très particulier, une espèce de recette de peintre un peu. Et ensuite, on appliquait cette argile molle qui sortait du pétrin à la main. Et les murs sont mous. C'est-à-dire que si vous mettez votre doigt, vous enfoncez. Il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur, mais vous savez, 1,5 cm, ça suffit pour créer cette impression de mollesse. Et c'est probablement l'une des premières oppositions majeures du travail. C'est-à-dire que le mur, il est mou. Un mur, c'est pas mou en général. Donc, c'est pas les choses que j'ai compris rapidement, mais c'est des choses après 20 ans qu'on finit par comprendre. Donc, le mur, finalement, il n'est pas simplement D'abord, il est au centre de l'espace, on peut le voir, même s'il décrit un peu un espace, il est à l'intérieur de l'espace. Et ça, j'aurais dû le dire aussi tout à l'heure, c'est que le mur, il est une limite, mais il est aussi un passage. C'est-à-dire que ces murs en craie que vous avez vus, à travers lesquels on passe, parce qu'il y a des portes qui sont façonnées à l'intérieur, ici aussi un mur qui est mou, ce n'est pas un mur qui vous arrête. C'est un mur qui potentiellement vous laisse passer. Aussi quelque chose que je pourrais dire qui se voit assez bien ici, c'est que, en fait, dans ce travail, il est vraiment au seuil de cette transition dont j'ai parlé, que je ressens du monde contemporain, et il utilise, en fait, les éléments du monde précédent, c'est-à-dire la matière, des choses très simples, la surface, la construction, à peu près tout. La peinture est là, la sculpture est là, parce que c'est bien un objet qu'on introduit dans un lieu, qui est posé sur le sol, et qui n'est pas rattaché, comme je dis tout à l'heure, aux constructions. Ce n'est pas de l'architecture, mais il y a des éléments architecturaux qui viennent du mur et de l'espace. Mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni de la peinture, ni de la sculpture, ni de l'architecture, mais ça emprunte en fait les potentialités du monde moderne, en fait, qui savait que la peinture c'était un style ou c'était une discipline, la sculpture c'en était une autre, l'architecture c'en était une autre, et que les choses étaient bien déterminées comme ça. Maintenant, elles ne le sont plus. Elles ne le sont plus, pas parce qu'on a décidé de modifier l'art, mais parce que le monde s'est modifié et qu'il a perdu ses principes ou ses valeurs sûres, et qu'il faut revisiter en fait ces valeurs. Moi, mon travail fait ça. Pour moi, il fait ça, et il utilise toutes ces valeurs, toutes ces oppositions qui étaient très claires, il les met ensemble. C'est-à-dire que le mur est un passage, il est mou, il est friable, le plein c'est du vide, ou le vide est créé par du plein, etc. etc. Je vous montre quelques images, il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est le Luxo. On voit que ça soit un petit peu. Enfin, c'est humide, on voit que c'est humide. D'ailleurs, il y a des gens qui ont touché ici, on voit, parce qu'il y a des traces. Et le fait que ça invite au toucher, mais que si vous touchez, vous détruisez. Donc ça crée ces paradoxes qui sont inhérents au travail. On voit bien aussi que, je ne sais pas si on le voit bien, mais que c'est un peu mou, quoi, que c'est...
Après ça, très vite, j'ai abandonné ça parce que c'était fastidieux et puis parce qu'il faut avancer dans le travail. Je vais vous montrer celui-là. C'est un projet. Et là, je vais vous montrer quelques dessins assez amusants. Ça, c'est un projet dans un centre d'art contemporain qui est pas petit, hein, qui est assez grand, 12 par 13 mètres. Et qui, par contre, la matière, c'est en transition, hein, en passage. Et c'est de l'argile molle, celle que vous avez vue, avec du savon. Pareil, tout en poudre, tout remélangé. Donc, c'est pas humide. C'est humide, mais c'est pas mou. C'est comme du savon. Vous pouvez mettre votre ongle à l'intérieur, mais c'est plus rigide. Mais ce qui est beau, c'est que c'est ni de la cire, ni du savon, ni de l'argile. C'est quelque chose de très mystérieux. Et encore une fois, ce qui compte, c'est de donner corps à un espace construit. Et deux, c'est de créer cette matière de manière à ce qu'elle soit mystérieuse et qu'on ne puisse pas dire ouais, c'est du bois, c'est de la cire, c'est du machin. Non, c'est en fait un nouveau corps. Et encore une fois, qui habite un espace. Comme c'est un vieux travail, il n'y avait pas de porte encore. Hein, ça suit un peu la Biennale de Lyon que je vous ai montré. Il y a des puits de jour. Ça ressemble beaucoup à un labyrinthe sans qu'il y ait des voies sans issue. On peut passer absolument partout. Mais c'est recouvert d'un matériau qui est très beau, hein, qui est posé à la main et qui crée, encore une fois, des plans colorés absolument fabuleux. On voit un bout de plafond là, c'est avec des puits de jour qui permettent de faire rentrer. On voit un peu les reflets, je ne sais pas, je suis trop près de la diapo. C'est un peu de la nacre, ça ressemble un peu de la nacre, mais bon, c'est des grandes dimensions. Hein. Voilà, on passe à l'extérieur. C'était drôle parce qu'on mettait ça, vraiment, c'est un truc de fou, je ne sais pas combien il y a d'assistants, on met ça à la main. Et ensuite, comme c'était mis à la main, avec des règles, on les tire. Mais ensuite, c'est pelé, comme on pèle un savon. C'est-à-dire que c'est gratté, de manière à ce que ça soit complètement d'aplomb, enfin vertical et lisse. Des photos en noir et blanc, voilà, c'est peut-être pas nécessaire. Je vous montre un projet que j'aime bien, qui reprend un peu l'idée des murs, mais c'est assez beau parce que celui-là, il est plus... c'est donc là, encore une fois, un seul mur, en fait, une limite. Hein, le mur, la limite est à l'intérieur de l'espace et vient perturber cet espace et décrire, en fait, une autre déambulation. Je vous montre des images. Parce que celui-là fonctionnait assez bien, c'est dans une galerie parisienne aussi. Avec pour la première fois des angles aigus, parce que en fait, l'espace s'impose. Ce qui est important dans le travail, c'est que moi, je ne fais rien s'il n'y a pas d'espace. Enfin, pas tout à fait vrai, parce que j'ai fait un bâtiment industriel, j'ai fait des trucs, mais qui sont à l'extérieur. Mais le fond du travail, c'est vraiment d'habiter un espace, et c'est d'être contraint par l'espace. Et moi, j'aurais jamais pu de moi-même dire, ah tiens, je vais faire des murs avec des pointes comme ça, avec des angles aigus. C'est l'espace qui l'a suscité d'une certaine manière pour rentrer une forme intéressante, qui ne se lit pas comme une forme, hein, puisqu'on le longe. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est très radical. C'est le mur qui détermine votre cheminement, et c'est lui qui occupe l'espace. Ancré aussi. On rentre à l'intérieur. Si vous suivez avec évidemment ça intègre les éléments sont redécoupés comme le pilier par l'espace lui-même. Ces éléments-là, c'est intéressant, je passe vite, mais deviennent des objets en fait dans l'espace, ils ne deviennent plus des piliers, parce que vous oubliez la relation du pilier au plafond. À l'angle aigu. Bon, je passe. Comme ça, si vous avez des questions. Je vais vous montrer un projet très différent. 2 ou 3 projets très différents, très vite. Un projet qui s'est imposé... si vous voulez bien s'ouvrir. Hop.
par lui-même. Attends, je vais essayer de... Il n'y a pas de plan, j'ai pas de plan. Mais ce qui est intéressant, vous allez le voir dans les images, c'est que ça arrive là. En fait, là, c'est l'inverse du travail avec les murs, c'est que les murs sont devenus des creux. Et l'espace vide est devenu un plein. Et c'est pas, je ne l'ai pas décidé comme ça parce que j'avais envie de faire ça. L'espace me l'a suscité d'une certaine manière. Aussi le fait qu'il était enfoncé et que le niveau de la rue arrive, enfin c'est moi qui l'ai mis au niveau de la rue est là, donc et le sol est plus bas. Et moi, c'est à Versailles et j'ai voulu. Cet espace, à mon avis, n'était pas intéressant d'investir avec des murs. Donc j'ai créé un cheminement. On passe à travers, hein, c'est étroit, mais je crois qu'il y a 60 cm, je ne sais plus. Vous allez voir donc ce sont des blocs, ça crée une sculpture en fait beaucoup plus massive, et qu'on voit dans sa globalité, mais avec une expérience comme si on entrait dans la mer. Hein. C'est quelque chose qui arrive là. Hein. Donc on est immergé ou on s'immerge à l'intérieur. Et c'est encore ancré. Hein. Donc tout ça est très pur. Ah pardon, oui, non. Mais dites-moi, oui, non, dites-moi, non. Je sais on est minuté, donc un peu, non? Moi j'ai pas, bon d'accord. Monsieur le directeur. Oui, mais non, je ne veux pas passer vite. De toute façon, on peut les revoir si vous voulez. Pas un très grand espace, hein, mais on n'a pas forcément besoin de... Voilà ce qui se passe. Ouais. Non. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est une erreur, je pense. C'est qu'en fait, mais tu vas avoir d'autres projets où ça commence à venir, mais ouais, je pense que c'est une. Je pense que quand j'ai fait les projets précédents, il y a une à tort, il y a une part contemplative trop importante. C'est-à-dire que c'est tellement beau que... mais je pense que c'est une erreur. Tout de suite, on comprend. Hein, je veux dire, mais ça, c'est l'architecte qui parle aussi. Vous mettez des échelles tout le temps. Et moi, j'étais plus sans doute, même si je parle toujours d'expérience, etc., finalement, une sorte d'abstraction, disons. Disons que quand on prend des images, souvent on prend des images pour montrer le travail en publication, etc. Et voilà. Hein? Ben, ça ne donne pas d'échelle, ça serait bien qu'il y en ait de temps en temps. Je sais pas, mais quand on met l'échelle humaine, ça a une autre dimension. Donc, oui. Il n'y a pas l'échelle humaine, on est... Une abstraction. Oui, mais en même temps, ce sont des images et il faut visiter l'espace, quoi. J'ai du mal à... Alors, je vais vous montrer non, pas les jardins, un projet très différent. Qui est très grand aussi, qui est au musée du Luxembourg, d'ailleurs qui a été construit par Paye. C'est un hall, c'est dans le hall central, et comme vous savez, c'est toujours un peu sous forme de pyramide, donc c'est un énorme espace très monumental, avec une énorme verrière qui monte très haut, je sais pas, peut-être 20 mètres, un truc énorme. Et la directrice m'a demandé de faire un travail là-dedans, j'ai dit non au début, et puis finalement je me suis dit, je prends le pari, et j'ai fait quelque chose de très très différent. Donc, juste sur le plan que vous voyez, il s'agit bien d'un seul mur, hein, un seul mur qui circule partout. Hein, c'est un seul mur qui est rattaché. En fait, je vois 300 mètres de mur, ou plus, je ne sais plus, et c'est un seul mur qui circule comme ça à l'intérieur. Hein, donc, on a bien la sensation d'un seul corps. Mais la particularité, c'est que c'est plus ancré du tout, et je n'ai pas besoin d'en parler. Je vais vous montrer des images. Voilà, c'est des châssis, tout est fait à la main. Hein, donc c'est des grandes parois qui sont individuelles, construites avec des châssis en bois et sur lesquels sont agrafés des films plastiques assez rigides, tendus, comme on tend une peinture, des deux côtés, et peints des deux côtés. Donc c'est complètement transparent ou translucide, et c'est peint avec une couleur vitrail, disons. Et chaque mur a une couleur différente qui a été passée, si vous avez vu les films, il y a un film qui a été fait sur ce travail, il y a un film qui a été fait sur le processus de ce travail, la mise en œuvre, et aussi sur celui de Bourdelle. Et ça crée
vous allez le voir, enfin, j'ai pas besoin d'en parler beaucoup, des miroitements absolument incroyables, des superpositions de couleurs. Vous ne voyez jamais une couleur indépendante puisqu'elle est toujours avec un écran qui est derrière. Et là, c'est intéressant parce que le mur s'est fait couleur, il s'est fait transparent, donc on passe à travers visuellement. C'est-à-dire que tout ce travail sur la traversée prend une ampleur magistrale, enfin disons visuelle, très forte avec les reflets. Vous allez voir, c'est assez incroyable parce que là, le côté apparition-disparition est très très important parce qu'on ne sait jamais où la personne est dans l'espace à cause des reflets que produisent les toiles. Je vous montre des vues, hein, et c'est pareil, hein, donc ça s'inscrit dans l'espace. Je vais vous montrer aussi un truc intéressant. Par exemple, ce mur, attends, je ne vois pas très bien, ce mur, ça pourrait très bien être un reflet sur le mur jaune. Il n'est pas nécessairement derrière. Dans ce cas, je pense qu'il est derrière, mais... Et les toiles en plastique ont été peintes à la main. Encore une fois, il y a un film qui est fait dessus, qui explique très bien comment ça a été fait. Donc cet univers très pur de paix, très blanc, en marbre, etc., en fait se colore. Hein. On voit bien ce qu'un reflet peut faire, par exemple. Je vous montre des images. Ah oui, alors c'est intéressant parce que c'est l'un des rares travaux où en fait c'est tellement haut, où il y avait un étage qui donnait sur, on pouvait surplomber et c'est le travail construit, et ça a réellement créé une autre dimension sans en fait le trahir, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas plus exactement, on voyait juste la totalité de l'espace que la photo ne montre pas parce que c'est très difficile, mais c'est intéressant de tenir compte aussi dans la fabrication de ce travail, tout devait être peint en fait. Ça ne trahissait pas du tout le travail parce qu'en fait, on n'était pas assez haut pour tout voir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la fin de l'accroche des murs au sol. Donc c'est intéressant, enfin, voilà, le jaune tombe sur le bleu, etc. Donc ce bleu devient vert, colore le sol. Voilà, on voit bien que les reflets là sont très perturbés. Ça redéfinissait ça, ou je sais pas, ça crée une. Là, ces reflets sont pas, je vois rien ici, ils sont pas dans la continuité de ceux-là. Donc ça fragmente en fait encore plus l'espace. Oui, ce qu'on voit ici, c'est que comme c'est un seul mur, disons, avec des cloisons, ils sont articulés par des charnières. Et de manière à ce qu'on sente en fait le développement, la prolifération de ce mur. Là aussi, les reflets se multiplient. Très difficile de comprendre le reflet de cette verrière ici, d'où elle vient. C'est tout un monde, hein, ce qui se passe ici. Là. Encore une fois, ça utilise la peinture, c'est-à-dire que c'est toujours... les moyens traditionnels sont utilisés pour les redéfinir de certaine manière. La lumière est complètement naturelle, hein, vient de la verrière, bien sûr. On voit une autre vue d'ensemble. Là, on voit bien aussi le jeu des reflets où on ne sait plus si les murs appartiennent à ce qui est derrière ou pas. Une vue un peu en retrait. Voilà, par exemple, cette personne-là, elle n'est pas derrière. Hein. En fait, elle est devant quelque part. Et elle flotte dans l'espace. Alors que celui-là, il est réellement derrière, même s'il y a d'autres reflets, mais celle-ci n'est pas derrière du tout. Elle n'a aucune assise sur le sol.
J'ai pas beaucoup d'images comme ça, mais c'est dommage parce que c'est... bon, une suffit après tout. Là, je vous montre autre chose. Je ne sais pas si j'ai le musée m'a demandé de en fait réinstaller cette pièce dans un endroit complètement, enfin ce travail dans un endroit complètement différent, dans le musée. Et c'est pour le mois de mars, et donc moi je suis là, et là ils m'ont dit voilà, là il m'a dit là si tu veux, et ça peut être ouvert. J'ai dit c'est pas ce que je veux, c'est que c'est nécessaire parce que moi je veux pas créer des espaces sans issue. Il faut toujours que ça soit un passage. Donc on a ouvert cette, mais donc il y a d'autres artistes, Palermo, etc., qui font partie de la collection. Et il me demande de retravailler cette pièce dans un espace qui est 2 fois plus petit, pour une construction qui a été faite à la mesure de l'espace dans le hall. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, enfin le projet que j'ai envoyé. Voilà. C'est-à-dire que tous les murs sont des murs existants, il n'y a rien qui soit refait. Et donc il y a des numéros partout parce qu'ils ont des dimensions, etc. Et donc je réinstalle, je n'utilise pas tous les murs, je n'ai pas encore placé, si j'ai passé un peu les portes là où il y a des cercles, ça veut dire qu'il y a des murs, et c'est beaucoup plus dense, mais on passe à travers, et tous les murs qui sont là, ce sont des murs que j'utilise du projet original. Comment? Oui, ils ont dit oui, bien sûr. Ouais. La lumière arrive, il y a une verrière aussi, qui n'est pas comme ça du tout, mais qui est indirecte en fait. Hein. On est à l'étage en fait, mais il y a une lumière zénitale, pas aussi forte, mais c'est pas très important. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est toujours, le principe est gardé, il est juste... le fait que le mur soit sur charnière, en fait, là, pareil, j'ai développé des angles, en fait. Et il y a des angles de toutes sortes, en fait. Il n'y a rien d'équivalent. Et donc, encore une fois, j'ai essayé d'habiter ce corps. Il fallait que l'ensemble soit rempli. Et je pense qu'on va vivre les choses très bizarrement. Enfin, il y a des successions c'est beaucoup plus rapproché. On passe ici, on peut passer là. Quelquefois, il y a un mur en face. Il faut qu'on fasse un peu demi-tour. Voilà. Je vais montrer un dernier projet, puis après vous êtes libre de poser des questions, même si en fait vous êtes libre déjà. Hein. Un projet d'archi. Enfin, j'en ai fait un. Je vais vous montrer un que j'ai fait vraiment tout seul. Enfin, 2 que j'ai fait tout seul en fait. Un qui a vraiment été réalisé, et un autre qui est un concours en fait, qui est encore en cours. Je ne sais pas où il est. Bon. Calais. Boulogne, c'est là. Je vous montre très vite. Je vous montre tout très vite. Mais bon, quand même, j'ai fait un peu d'archi, mais pas beaucoup. Hein. Pas vraiment des. Enfin, j'ai travaillé beaucoup j'ai travaillé pas mal avec des agences, mais j'ai fait très peu de projets à moi, tout seul. Et celui-là, je l'ai vraiment fait tout seul. C'est un entrepreneur dans la région de Calais qui avait vu l'expo en savon que je vous ai montré. Il m'a demandé de construire en fait c'est une usine. On ne fabrique pas, mais on stocke, et il y a des ateliers de montage, des pièces industrielles, des rouages, des choses comme ça. Voilà le plan. Et en fait, ça fonctionne sur un peu comme un cloître. En fait, il y a un grand espace central, puisqu'il faut un espace de... Là, j'avais un programme de stockage. Ce qui est marrant, c'est que j'ai créé quand même des circulations où on passe à travers les couloirs. Enfin, l'espace central vient à l'intérieur ici. On passe à travers, on peut passer ici. Ça crée de toute façon une espèce de déambulation, un cheminement. Ce sont tous les bureaux ici qui sont autour de l'espace, avec des ateliers d'entrée là, des ateliers de construction. Et finalement, on peut toujours sortir du bureau dans l'espace central. Je vous montre des images. Et les constructions en béton, avec aussi un plafond qui a ça c'est des images de travaux, avec un plafond qui a des puits de jour qui sont assez profonds, avec la lumière qui vient de... Il y a une lumière assez belle, on peut toujours visiter. Hein, ça c'est quand il était fini mais pas encore occupé. Voilà, il a commencé à être occupé là. Des bureaux avec des immenses puits de jour que, en plus, j'ai réglé sur place, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des panneaux de carton, et ils rentrent assez profondément dans le plafond. La lumière vient de manière directe, mais le plafond s'ouvre en fait. Hein.
occupé. J'ai pas fait les bureaux. Le mobilier, c'est pas moi, mais j'aurais bien voulu. Bon, je monte des vues. C'est intéressant ces blocs quand on a vu le travail que j'ai fait à Versailles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois, c'est le bâtiment qui se retourne sur lui-même et qui donne lieu, en fait, aux fenêtres. Ce n'est pas des fenêtres que j'ai installées, c'est le bâtiment comme des meurtrières un peu qui se retournent sur lui-même. Et comme c'est un endroit assez moche, finalement c'était bien de créer des toutes petites ouvertures qui, puisque la lumière venait du plafond, donc c'est un peu comme une forteresse, et on a des points de vue très intéressants à travers les fenêtres. Là, on voit que la lumière centrale vient du plafond. Encore une fois, la petite flèche rouge, elle vous donne une espèce d'orientation. Je vais aller un peu plus vite. Il y a aussi des règles de stockage, c'est-à-dire que pour respecter les hauteurs, etc., pour ne pas dénaturer le bâtiment, des trucs qu'on peut faire qu'avec un commanditaire privé. La lumière pratiquement naturelle partout. Là, on voit bien le sol en fait, de l'espace central en béton qui traverse, qui rentre à l'intérieur et qui crée l'interstice entre le sol en bois des bureaux. Voilà, les effets de lumière comme il existe dans mon travail. Je vous montre un tout petit truc très vite et c'est fini. C'est un concours que je suis en train de faire. Donc c'est intéressant parce que j'ai jamais vu ça. Le commanditaire qui est la région, c'est dans le Val-de-Marne, à Rantilly. C'est une espèce d'ancien château pastiche du 19e, qui est vraiment pas bâtiment historique, et qui doit être, il y a un tout petit budget, c'est pas énorme, 2 millions d'euros, et qui doit être retransformé en espace d'art contemporain. Donc je fais ce concours, on est 3 finalistes là, ou 4, et je vous montre ce que j'ai fait, je vous montre le bâtiment lui-même. Il y a la façade, ça c'est la même façade à l'extérieur. La façade frontale est celle du derrière, celle-ci est derrière avec les bassins. C'est kitscho. Donc ça c'est l'intérieur, il faut préserver ils ont demandé dans le programme de préserver ce qui est impossible dans un lieu d'art contemporain, mais vous allez voir, vous avez les boiseries. Je vous montre quelques images. Il y a 2 étages, donc je vais essayer de vous expliquer le parcours un peu vite fait. Moi j'ai introduit, c'est très schématique pour l'instant, j'ai introduit une structure à l'intérieur. Ce sont des murs qui en fait traversent et qui traversent vraiment la structure, le bâtiment existant, et redéterminent un espace. C'est le début, ça je n'ai pas encore, il y a mieux que ça, je vais vous montrer. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que ça crée. C'est parce qu'ils ont demandé de ne pas toucher au bâtiment. Il n'y a pas assez d'argent en fait pour le refaire ce bâtiment, tout détruire. Donc il faut travailler avec l'existant. Et donc on est dans l'enveloppe et on a en fait gardé tout ce qui était possible de garder, enfin tout ce qui était nécessaire de garder en termes de piliers et de murs porteurs. Donc tous ces éléments sont introduits dans l'espace, mais là il y a comme un nouvel élément, enfin un nouvel espace qui est créé, par exemple ici, et qui traverse la façade extérieure. Je vais vous montrer, c'était un premier dessin au rez-de-chaussée. C'est marrant, ils sont à l'envers. Non, ils sont pas à l'envers. La façade est là-haut. Ça, c'est donc j'ai introduit une structure dans un sens, un peu en biais, à l'étage, une autre au rez-de-chaussée, une autre à l'étage, dans un autre sens, avec une superposition, comme on voit ici, et des vides qui sont créés. C'est-à-dire que là, c'est creusé à l'intérieur de l'espace. C'est-à-dire qu'ici, on est à l'étage, le rouge, c'est l'étage, on voit l'espace du rez-de-chaussée et les murs qui montent. Est-ce qu'on les voit? Non, il y a un plancher ici. Il y a un plancher. Mais le creusement, en fait, il est horizontal, dans le biais, à chaque niveau, et aussi vertical. Ce sont des puits de jour, en fait, ici. Alors, j'étais pas content du résultat des façades. Je vous en montre... oui, il y a un 3e étage qui est dans le toit, qui est le résultat que j'ai redessiné un espace qui est
le résultat d'un choix dans la superposition des deux. C'est-à-dire que ce trait bleu là, il est issu de la superposition des deux étages, avec toujours ces puits de jour qui passent à travers. Donc on a des vues d'ici, depuis à l'intérieur du toit jusqu'au rez-de-chaussée. C'était pas satisfaisant au niveau extérieur, c'est une façade qui est le résultat de tout ça. C'était trop figé pour moi, donc j'ai retravaillé la chose. Voilà une autre vue du derrière. Et ça, c'est la superposition précédente. Et j'ai commencé à travailler à partir de ces superpositions, c'est compliqué à expliquer, mais à redéfinir en fait les espaces. Ils sont plus orthogonaux maintenant, les murs sont plus orthogonaux, et les blocs qui sortent ne sont plus non plus plans. Ils sont plans, mais ils sont biseautés. Ça, c'est l'étage maintenant qui est devenu comme ça. Je vais vous montrer voilà, des vues beaucoup plus que vous allez sans doute comprendre, plus ou moins. Ce qu'on voit, c'est que en fait, les murs d'exposition traversent. Enfin, les murs que moi j'introduis, comme dans mon travail, en fait, ils viennent redessiner, parcelliser en fait les espaces d'exposition à l'étage comme au rez-de-chaussée, et ça crée des blocs qui sortent à l'intérieur, dans lesquels on peut encore retravailler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément opaques, et même là sur la tranche, on peut ouvrir et créer des espaces lumineux. Il y a des endroits qui peuvent être des terrasses, on peut mettre des œuvres, d'autres qui seront, comme celui-là, opaques, donc finalement, ou avec des films, où on peut projeter des écrans, on peut projeter des films, vidéos, etc. Donc en fait, le bâtiment est retravaillé dans sa façade à partir de l'intérieur. Ce qui est un principe pas nouveau, mais qui fonctionne dans ce... Parce que l'ensemble est perturbé, en fait. Ces murs-là vraiment traversent les deux étages et viennent s'exposer, on peut dire, à l'extérieur, en redéfinissant le bâtiment lui-même. Il y a des choses qu'on... C'est pas fini, mais il y a des choses qu'on peut voir qui sont assez belles, qui se... Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas peur, mais le principe du travail, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que on n'est pas en train de... D'abord, ils ont demandé à un artiste de travailler dessus. Je ne veux pas faire des espaces d'exposition. Ce qui est important dans ce travail, c'est que finalement, ce que tu dis, c'est que ce projet-là, c'est pas qu'il redéfinit les espaces d'exposition, mais il redéfinit l'approche, en fait, des espaces d'exposition. Puisque on va avoir une sorte d'expérience. C'est pas des pièces très petites, c'est des pièces qui sont pas plus petites que les pièces existantes, mais la structure que j'ai introduite à l'intérieur de l'espace existant perturbe, c'est évident, la notion, la lecture, en fait, de l'espace. Et ça, c'est une préparation comme une espèce d'initiation à la perturbation de l'œuvre. Donc moi, je travaille sur ça, je n'ai pas envie de redessiner un espace d'exposition, ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas mon travail. Mais par contre, d'arriver en architecture, je ne pense pas que je vais le gagner à un concours, mais de redessiner, parce que ce que tu viens de dire, ou parce que c'est trop fort, je veux dire, c'est pas... Ils vont sûrement vouloir des espaces beaucoup plus grands, ou qui ne sont pas... Oui, mais c'est le... Ouais. Mais tu vois, le Guggenheim à New York, il est perturbateur aussi. Le Guggenheim à New York. Tu vois, ce musée, il est impossible à vivre. Je veux dire, vous êtes sur des plans inclinés, quand on met des sculptures, le truc il monte comme ça en spirale, et c'est incliné, on n'est pas sur des... Donc il faut qu'il retaille les socles pour qu'ils soient droits, enfin c'est des trucs de fou. On peut accrocher aucune peinture, etc. Mais n'empêche que l'expérience, elle est incroyable. Voilà. Donc il y a des choix à faire. Moi, de toute façon, moi je suis un artiste, donc je ne ferai pas de compromis, mais j'ai trouvé intéressant de travailler là-dessus. Ouais, bah oui, heureusement que tu n'es pas dans le jury. Hein. Parce que moi je trouve que c'est un projet qui est vraiment intéressant. Parce que très perturbateur sur un bâtiment qui est moche. Hein. Oui, qui est très classique.
Ouais. Non, ouais, non, mais enfin moi, c'est vraiment moi qui ai tout dessiné, tout conçu, mais j'ai quand même travaillé avec un architecte pour déterminer la largeur des espaces. Enfin, il a vérifié tout ça. Un architecte parisien qui, bon, voilà, enfin, moi, il m'a dit ça marche. Hein, il m'a dit ça fonctionne en termes de fonction. Voilà une autre. Comment? Je sais pas. En fait, je sais plus. Mais je sais que la décision doit être prise la semaine prochaine, par exemple. Donc là, voilà, il y a des images de façade où, en fait, là, ce sont des écrans, par exemple, etc. C'est en travail. Voilà. Je voulais juste vous montrer. Ah oui, c'est rigolo, ça aussi. On voit. Ce qui est intéressant, c'est que ça creuse, ça part en l'air. Enfin, et tout ça est déterminé par un plan extrêmement cohérent. Et aussi, on rentre dans l'enveloppe, qui est assez incroyable, finalement, parce que c'est pas des matériaux chers, c'est joli, enfin, c'est joli, c'est suspendu. Enfin bon, voilà. Je vais vous montrer juste un truc très vite, et c'est fini. Juste des dessins, en fait. Je vais vous montrer juste une série de dessins, pour vous montrer comment j'ai travaillé au début. Je ne travaille plus comme ça, parce que maintenant, je connais très bien... donc, je connais tellement mon travail que j'ai plus besoin de dessiner comme ça, mais au début, voilà, on a un espace ici. C'est l'espace, le centre d'art. Et pour montrer que, en fait, que je ne suis vraiment pas un architecte, c'est que je n'ai pas posé les murs, mais j'ai posé des cheminements. Et les murs se construisent autour. Et c'est ce qu'on vit, en fait, ensuite. Hein. On ne voit pas une structure où on peut concevoir tous les murs et une vision globale de la construction. Et donc, je cherche les cheminements. Et voilà, je fais des milliers de dessins. À l'époque, je faisais des milliers de dessins. Où en fait je cherche des cheminements qui sont le plus riches possible, qui se démultiplient au maximum, où on peut circuler, avoir des choix maximales, et les murs se construisent autour du cheminement et pas l'inverse. Voilà, par exemple, et le dessin est généré par le cheminement, ce qui est voilà, d'autres... voilà. Et voilà. Voilà, je vous écoute, si vous avez des questions. Vas-y. Ça veut dire que c'est fini? Non, vous avez des questions, allez-y. Pas toi, Laurent. Non, je plaisante. Non, parce qu'un labyrinthe, ça donne une image figée du travail, et c'est pas du tout ça, le travail. C'est pas. J'ai dit au tout départ qu'il y a un esprit labyrinthique, mais c'est pas le. Si tu dis labyrinthe, tu nommes quelque chose qui n'est pas réel, en fait, ou tu nommes quelque chose qui est connu, et c'est pas ça. En fait, l'aspect labyrinthique, c'est un moyen que j'utilise, comme j'utilise la craie, mais s'il n'y avait pas eu de labyrinthe, je crois que j'aurais pu faire ça quand même. Enfin, oui, tu pars pas de ça. Non, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de but. Un labyrinthe, il y a le fil à suivre, et il y a le minotaure à la fin, et là, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à poursuivre, sinon l'expérience de cet espace. C'est ça qui est terrible, parce qu'on a ce sentiment de vide, parce qu'on a un sentiment de perte des repères, mais aussi de marcher sans savoir pourquoi, où on va, de faire des choix qui ne sont pas déterminés par des objectifs, ce qui est quand même contraire à notre rationalité. Ouais, vas-y, ouais. Bonsoir. Votre travail, j'ai pas la voix assez. Non, je n'entends pas très bien. Votre travail me fait. Vous parliez tout à l'heure d'aller sans savoir exactement où on allait, et moi j'y vois une relation forte à l'idée d'inquiétude et de mettre le
le spectateur, disons, dans une situation où il sera perdu, mais aussi inquiet, et donc se raccrochera notamment à la mémoire. Et à la mémoire, et à tout ce qui... Disons que moi, vous le voyez dans une espèce de projection, mais je penserais aussi également à tout le travail, à tout le parcours qui a déjà été fait, donc à la relation à la mémoire. Et j'ai été amenée à travailler sur un de vos projets dans mon mémoire de 5e année. Et j'avais pu faire un rapprochement avec les lignes Nazca et le travail de Robert Morris sur justement sur le travail, le parcours au sol et un travail de vous que je connaissais pas, qui est celui de Versailles, où vous avez descendu les murs pour qu'on voit au-delà. Et exactement ce que je cherchais, en fait, disons que je me questionnais énormément sur la question de la hauteur et finalement vos dessins, c'est un parcours, on n'a pas de hauteur et les murs sont là, mais est-ce qu'ils sont si nécessaires que ça? Les murs? Oui, parce que finalement on a dans les lignes Nazca par exemple, on a une toute petite bosse et finalement on a quasiment la même expérience du parcours de la perte, de suivre un cheminement et finalement de retracer quelque chose qui est son propre parcours. Et en fait, c'était pas vraiment une question, mais c'était est-ce que vous partagez un peu ce point de vue? Il n'y a pas vraiment de parcours dans mon travail. C'est-à-dire qu'il y a des parcours. Encore une fois, j'essaye de pas fournir de solutions. Mais les murs sont importants, ils sont fondamentaux parce que justement c'est eux, c'est ce qui est, si c'était abstrait ou c'est très important pour moi que toute cette notion de parcours, de cheminement, de recherche, de quête, de perte de repères, etc., elle soit fondée. Elle soit fondée, elle soit construite. C'est pas un travail... c'est-à-dire que si je faisais de la perte de repères avec une image, finalement, ça ne serait pas la même chose. Il faut que l'expérience, il faut que même l'œuvre, en fait, elle trouve sa force et son sens à partir de quelque chose qui est les murs, ils sont mous. C'est pas des murs qui parlent. Que s'ils n'avaient pas été mous, ils n'auraient pas eu la même force. Ils sont construits en mou, où c'est une mise en scène du mou, du mur mou. C'est pour ça que c'est de la sculpture, c'est pas de l'abstraction, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'image numérique. J'ai rien contre l'image numérique, mais il faut le sujet, c'est d'arriver à parler de choses qui sont tangibles à partir d'une œuvre qui est réelle, qui est construite, ce qui est difficile. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc c'est important que ce ne soit pas de l'abstraction, que tout ce dont je parle, en fait, partent d'une œuvre qui est réellement construite avec des vrais matériaux, avec une vraie expérience de l'espace, pas une expérience, je ne sais pas, digitale ou ce qu'on veut, abstraite. On est confronté à des murs, simplement ces murs. C'est pour ça que je ne peux pas parler de tout parce qu'il faut visiter les choses, mais les murs, ils ont l'impression qu'ils sont droits. Mais en fait, ils ne sont pas droits. Ils sont droits, mais l'expérience qu'on en a, c'est qu'ils sont ronds, parce que la matière, avec la réception de la lumière, modifie ça. Donc, des choses qu'on vit dans l'expérience. Ce dont j'ai oublié de parler, qui est très juste, c'est l'expérience de la mémoire. Mais encore une fois, ce n'est pas une mémoire objet, ce n'est pas une mémoire dont vous pouvez vous servir, c'est une mémoire démémorisée, c'est une mémoire, c'est l'attention sur la mémoire, c'est pas la recherche de la mémoire. C'est-à-dire qu'on perd ses repères et du coup la mémoire est sollicitée, mais elle ne peut rien faire. Ce qui restera de votre œuvre, une fois que le spectateur sera passé, qu'on aura tout démonté, c'est bien justement la mémoire de l'expérience. Pas forcément du parcours, mais la mémoire j'essaye de me remémorer. Non, cette mémoire-là ne m'intéresse pas, parce que ça, c'est une mémoire,
si vous voyez, je sais pas, vous allez au musée, vous regardez une peinture et vous voyagez ensuite, vous disparaissez de France, vous avez la mémoire de la peinture. Pareil, non, ce qui m'intéresse, c'est la mémoire dans l'expérience. C'est de démémoriser, c'est de déshabiller le spectateur de cette mémoire, ou de le c'est même pas ça, c'est trop prétentieux, c'est de sensibiliser sur son expérience par la mémoire. Justement, l'impossibilité de se mémoriser le chemin qu'on a parcouru. Tout se ressemble, hein. Mais c'est une excellente remarque. J'avais une autre question un peu plus... Allez-y. Pourquoi votre site est plus en ligne? Ça, c'est une bonne question. Parce que je fais autre chose et que je l'ai... Oui, c'est vrai, hein, c'est dommage. Et j'ai pas de réponse. D'accord. Il faudrait qu'il soit en ligne, je sais. Il reviendra. J'ai loupé. Ce site me coûtait assez cher en fait, parce que je l'avais fait faire par un designer professionnel et qu'il fallait à chaque fois que quand j'introduis une image, un truc, que je le paye. Je ne pouvais pas le faire moi-même. Et aussi, je crois que c'est dommage parce que ça réduit l'information, mais je crois que je m'en fous en fait. D'accord. Non, mais disons que pour si nous... vous voulez vous en occuper, je serais ravi. Si trop utilitaire, je serais ravi. Parce que ça compte en fait. Mais à un moment donné, c'était rentrer des données et en fait, j'ai vachement travaillé parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé à faire des. Non, c'est plus compliqué. Attends, je vais essayer de trouver un truc, par exemple au musée Bourdet. J'ai commencé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais, c'était sur mon site, ça c'est pris de mon site, en fait, on pouvait cliquer sur l'image, paf, on avait une vue, etc. Et bon, ça devenait fastidieux. Et finalement, l'image, les films, par exemple, ça m'intéresse plus maintenant de faire des films, parce que ça montre quelque chose qu'on ne voit jamais. Puis finalement, j'aime bien parler, donc sur un site internet, ça peut pas. Mais franchement, oui, je suis un très mauvais communicant. Non, mais ça contribue à vous garder mystérieux, c'est pas plus mal. Ouais. Merci. Allez-y, ouais. Là, on faisait des murs dans d'autres murs. Oui. Et j'ai en tête le projet que vous avez fait à Orléans, je crois, oui. qui là reprend cette écriture, mais qui est indépendant dans sa propre unité. C'est une très bonne. Je voulais savoir comment ça avait été conçu. Quoi. Je vais le montrer pour que les gens essaient de le cacher, puis finalement. Mais en fait, ça. Bon, d'abord, c'est une commande publique avec vraiment un programme. C'était très dur de faire ça, parce que justement, moi, je voulais faire un espace plus dans par exemple, dans une place publique où les limites de l'espace seraient la place publique et où on rentrait à l'intérieur, mais bon, c'était pas possible, il n'y avait pas les moyens. Et ce qui marche là, c'est que c'est une œuvre qu'on voit qui est faite pour être vue du tramway. Et je crois qu'il y a une image, et on peut évidemment l'avoir de la route, mais c'est quand même une image qui tourne, c'est-à-dire que quand on passe, je ne sais pas si j'ai des images, non, j'en ai pas, avec le tramway, attends, je regarde, non. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que l'image, le projet finalement est assez mobile, regardez ce qu'on peut voir entre deux images. Donc quand vous passez le tramway, je me suis placé à un endroit où le tramway tourne, et on voit l'image comme ça, enfin le bâtiment comme ça se tourner. Mais c'est aussi un bâtiment qu'on peut aller visiter de la rue et de la route, et qui est finalement une tentative de faire quelque chose sans l'espace existant. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de craie non plus, vous pourriez dire, ouais, il n'y a pas de craie, ça fonctionne aussi. Bah oui, parce que ça fonctionne dans ce qu'il est, en fait. Mais je ne vais pas multiplier ça serait une erreur. Et donc là, ça fonctionne presque plus plastiquement en tant que tel que de l'ordre de l'expérience et de tout ce que vous racontez. Il y a de l'expérience, mais ouais. C'est très juste. Il y a une expérience, mais qui n'est pas du même ordre défini, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est comme le bâtiment industriel que je vous ai montré. Le premier, en tout cas, il ne fonctionne pas vraiment de la même manière. Il est aussi autonome, finalement, dans ça. Mais bon, je l'assume complètement, ce sont des expériences aussi qu'il faut faire. Moi, je pense à un moment donné, il faut se confronter à des choses. Je fais beaucoup enfin, je fais de la scénographie aussi, des trucs, pas comme ça, hein, je ne construis pas des murs quand je fais de la scénographie, mais si je vous disais ce que je ferais, vous rigoleriez, Laurent, ici, ce que je lui ai dit.
Mais c'est aussi pour ça que mon site il a disparu, parce que je fais autre chose, complètement autre chose, mais ça s'inscrit dans l'expérience artistique, mais ça n'a rien à voir avec les arts plastiques. Voilà. Je vous laisse deviner. Poser une question. Oui. Non, je préfère pas parler. Si. Donc la première remarque, c'est que moi je pense que c'est pas vraiment la peine. Enfin, disons, je dis pas ça, je critique pas les commentaires que vous avez faits, mais je trouve que c'est vraiment pas tellement la peine d'expliquer ou de justifier votre travail, parce que l'expérience que chacun a de cet espace, il est tellement personnel. Et c'est tellement chargé comme c'est des... Je parle pas de ça, hein, pour moi c'est tout à fait d'un autre ordre, mais de ce que vous avez montré avant. C'est tellement chargé, chacun charge ce type d'expérience de sa propre mémoire, parce que ça fonctionne pas comme un objet tout seul, c'est une mémoire par accumulation. Moi quand je rentre dans un espace comme ça, à l'âge que j'ai des expériences visuelles aussi cinématographiques, disons plastiques d'espaces de ce type, qui fait que je me charge moi-même d'interpréter la séquence dans laquelle je vais me trouver. Non, mais bon, c'est une conférence, donc moi je Non, je dis ça, je donne mon avis. Savoir, tout le monde l'a vu. C'est tellement, c'est tellement prototypique que chacun charge de sa propre, de son propre dimension affective. Je parle de ma propre. Voilà, vous parlez de votre propre. Et la question que je voulais poser, c'est au fur et à mesure que je voyais, vous avez expliqué la craie, et surtout après quand vous avez parlé des murs en argile, avec l'argile et la glycérine, c'est qu'il quelque part, je trouve qu'il y a une espèce d'opposition, c'est pas un point de vue négatif, j'aimerais bien que vous expliquiez, c'est les matières sont très très belles, et quelque part on n'a aucun recul, j'ai qu'une envie, c'est de passer le plus vite en essayant de rien casser ni de rien toucher. C'est-à-dire que quelque part, il y a à la fois une attraction de la matière plastique qui est très belle et une répulsion, parce que l'on est dans une situation qui est tellement contrainte qu'on essaye de passer dans les portes. Contraint, mais enfin, quand même, les premiers, si. Hein. Oui. Vous avez des trucs, on n'a qu'une truc, c'est... Bon, on a tous... Les architectes ont déjà essuyé les plâtres plus d'une fois dans des chantiers. Il suffit des fois de ne pas faire attention, on sort, on est tout blanc. Ah oui, on est dans des... Donc ce côté, et puis les autres, où vous disiez, on voit bien que vous avez fait ça avec le plus grand soin. Oui, bien sûr. Et on n'a qu'une peur, c'est de trébucher, puis de mettre la main dans le machin, et puis de faire des traces. Ça compte pour moi, c'est frôler. Mais frôler, mais vous êtes sûr que vous aimeriez qu'on touche et qu'on fasse des marches? Dit ça, hein. Non, parce que quelquefois c'est la limite. Hein. Comment? Quelquefois c'est à la limite. Ah oui, non, mais souvent ça me déprime. Le projet que je vous ai montré de Lyon en argile molle, il a été saccagé le premier jour ou le deuxième jour. J'ai passé après 1 mois et demi de travail, j'ai repassé 1 semaine parce qu'il fallait que je le restaure. C'est que le gardien était parti, etc. Bon, il était boire un café et les gens se sont jetés dessus. Parce que c'était tellement attirant. Non, mais le paradoxe de l'attraction-répulsion, c'est ça fait partie de la richesse du travail hein, pour moi. Mais parce que vous avez beau nier, ou enfin vous avez le droit, nier la référence, je veux dire, au labyrinthe, pas dans le sens forcément d'un labyrinthe au bout duquel il y a le Minotaure qui a été enfermé, parce qu'il y a des labyrinthes qui n'ont pas toujours de Minotaure. Hein. Labyrinthe non, mais je veux dire, non, mais il y a des principes de religieux de labyrinthe où il n'y a même pas d'impasse, hein, où il faut simplement le faire. C'est-à-dire la démarche initiatique. Ouais. Non, mais la démarche initiatique est labyrinthique comme l'esprit, enfin, je veux dire, sans qu'il y ait forcément un Minotaure. Mais c'est quand même une démarche très individuelle. On a quand même beaucoup de mal de penser que ce n'est pas que vous dans cet espace. C'est pas vraiment un espace public. C'est un espace à vivre seul. Vous dire que pour une personne, non. Oui. C'est pas un espace à vivre avec des foules parce que tout d'un coup il se remplit. Oui. Et il annule d'une certaine manière. Il annule pas, mais je veux dire, mais c'est pas non plus un espace de méditation, même si on est bien tout seul. C'est un espace qui inquiète, un peu comme la jeune fille a dit. Donc c'est un espace qui, à mon avis, qui provoque. Et l'attraction-répulsion, c'est une autre provocation. C'est aussi se poser la... Dans le premier espace, la salle de bain, plus de 3 personnes, quelqu'un qui peut faire oui, mais... tout,
Même dans des grands situation espaces, de souvent, conflit. on fait une restriction du nombre de personnes à l'intérieur. Et donc, comme les vernissages, un vernissage ne se passe jamais en foule. C'est-à-dire qu'il y a la foule, mais elle attend, elle fait la queue, elle visite l'espace. Non, mais moi, je ne parle pas de données fonctionnelles, je ne veux pas insister, mais quelque part, dans des situations comme ça, même dans des espaces assez grands, vous avez beaucoup parlé de votre projet que vous appelez salle de bain, mais dès que quelqu'un est dans l'autre sens d'un autre, ou de vous, il y a vraiment conflit. C'est quand même un espace assez conflictuel, quelque part. Il y a rencontre aussi, hein, Enfin, forcément conflit. Mais plus la craie, hein, plus le matériau une œuvre, très, c'est pas très, quelque chose très de beau. gentil, hein. C'est quelque chose qui est beau, certes. Enfin, moi, je le vois comme ça, pas tout le monde, hein. Moi, la beauté du travail, elle fait partie de l'attraction, de l'approche de l'œuvre. C'est pas, je fais pas des œuvres pour être méchant, ou c'est des œuvres qui, comme vous dites, initient. Enfin, pour moi, c'est une forme d'initiation et la beauté en fait partie. Mais c'est pas des œuvres faciles, c'est sûr. Enfin, mais tout ça, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est ça qui fait une œuvre. Hein. Une œuvre facile, c'est ennuyeux. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a envie de toucher les murs, et en même temps, on sait qu'on ne peut pas les toucher. Oui, c'est ce que je dis. Non, on peut les toucher, mais il y a une manière de toucher. D'abord, mais moi, c'est ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, dans une architecture, on ne touche jamais les murs. Ben, il faut être architecte pour aller les toucher, pour aller les taper, pour aller sonder, tout ça. Voilà, tu vas taper le mur. Mais sinon, les gens ne le font pas. Et là, il se trouve que tes murs en terre, les gens ont voulu les toucher, quoi. Et donc, non, mais ils touchent les murs ancrés aussi, hein, ils touchent les murs ancrés. Mais le fait de toucher, c'est de provoquer le questionnement. Ils se questionnent quand ils touchent. D'ailleurs, quand ils vont toucher, ils sont touchés avant. C'est-à-dire qu'on est touché par l'attraction de ce que la matière est. C'est ça qui compte. Après, qu'ils touchent ou pas, bon. Ceci dit, c'est vrai que j'essaie de garder l'œuvre pure. Donc, quand je fais des œuvres ancrées comme ça, j'ai des assistants qui passent toutes les 3 jours, qui vont nettoyer au sol la poutre qui est tombée. Parce que c'est un travail qui doit rester en retrait, pas un travail qui s'avachit. C'est tout. C'est pas par maniaquerie en particulier, c'est simplement parce que cette matière, même l'argile, qui est quand même un truc qui est sous le sol, c'est dans le sol et qui est mise en lumière comme ça sur des murs, dans sa mollesse. C'est l'éclairement du sol qui devient mûr, hein. Et donc il y a une magie là, enfin quelque chose de qui s'éclaire en fait, hein. Moi je pense qu'on vit ça dans les espaces, encore une fois, c'est quelque chose qui s'expérimente. Merci. Pas encore.